Si la richesse m'était comptée. La richesse passe par l'argent, mais la fortune ne suffit pas. Elle n'est finalement pas grand-chose sans un capital de relations sociales et un capital culturel qui favorise la pérennité du capital économique. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. C'est à peu près ce que disent les dictionnaires et ce que pense tout un chacun. Être riche comme Crésus, ce roi de Lydie croulant sous les pépites d'or que charriait le fleuve Pactole. Alors peut-être qu'en gagnant au loto plusieurs centaines de millions de centimes, comme disent les animateurs de jeux télévisés, chacun aurait finalement sa chance. La vraie richesse est en fait beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile. Elle repose sur la fortune, bien sûr, mais assortie d'un je ne sais quoi qui fait longtemps la différence entre les parvenus et les grandes familles. C'est un état multidimensionnel, fruit d'un processus cumulatif. La richesse passe d'abord par l'argent, par un patrimoine conséquent et des revenus élevés. Les deux sont liés, des revenus confortables permettent d'épargner et d'accumuler des biens, alors qu'un patrimoine respectable, qui va bien au-delà de l'appartement que l'on habite, d'un livret d'épargne et même d'une résidence secondaire, engendre à son tour des revenus importants. Mais ils ne vont pas toujours de pair. On peut par exemple avoir un salaire très élevé, mais être jeune et issu d'une famille modeste, donc ne pas posséder grand-chose. Ou, comme quelques stars éphémères du sport ou du spectacle, gagner pendant quelques années des sommes fabuleuses puis tomber de haut la trentaine passée. À l'inverse, certaines personnes âgées ont acquis et conservé certains biens, par exemple un appartement qui a pris de la valeur, mais ont peu de revenus. Alors qui sont les vrais riches? Sans doute ceux qui ont à la fois la fortune et les revenus, des revenus suffisants pour entretenir et conserver leur patrimoine. Mais est-ce bien tout? Il ne suffit pas de se fonder sur l'étude des patrimoines ou sur les palmarès des grandes fortunes publiées périodiquement dans la presse pour désigner les riches, estime Michel Pinson, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il faudrait bien d'autres indicateurs, un travail conjoint des économistes et des sociologues permettant de mesurer non seulement le montant des patrimoines, mais aussi le niveau culturel ou encore l'étendue et la qualité des relations de telle ou telle personne. Pour être riche et pas seulement un nouveau riche, la fortune ne suffit en effet pas. Pour hériter, il faut un certain bagage. La vraie richesse n'est pas que matérielle. Elle est multidimensionnelle, englobant, comme l'a montré Pierre Bourdieu, un capital culturel, un capital social, un système de relations sociales, et un capital symbolique. La richesse, c'est non seulement avoir de la fortune, mais savoir la gérer, la conserver et la transmettre. C'est la capacité de contrôler la pérennité des choses, celle de l'ordre social. C'est le pouvoir d'imposer sa propre culture comme culture dominante, sa propre vision du monde comme allant de soi. Toutes ces formes de capital doivent être réunies pour que la richesse perdure et se transmette, précise Monique Pinson-Charlot, sociologue chargée de recherche au CNRS. Il me semble même, la société étant de plus en plus complexe, que ce phénomène s'est amplifié. Mais quand on est riche, n'a-t-on pas aussi tout naturellement les réseaux, l'instruction, la culture et le pouvoir? La richesse est en effet cumulative, insiste Monique Pinson-Charlot. Cette notion est couramment admise en matière de pauvreté. La pauvreté économique s'accompagne souvent d'une pauvreté culturelle, d'une pauvreté des relations. Elle est moins en matière de richesse. Ne serait-il pas rassurant en effet que l'argent rende sot, par exemple? Pourtant, la richesse économique tend à engendrer la richesse culturelle. Pas forcément celle que l'on acquiert à l'université, même si aujourd'hui aristocrates et grands bourgeois sont très soucieux de faire accéder à leurs enfants à des diplômes de haut niveau, mais plutôt celle qui vient en se frottant aux musées, aux galeries d'art, aux ventes aux enchères, aux demeures familiales et aux conversations de salon. La culture établie, celle qui fait que l'on est soi-même reconnu. Alors que les pauvres sont assignés à résidence dans les cités de banlieue, les riches, eux, peuvent choisir d'habiter où bon leur semble, et leur choix ne laisse en rien au hasard. Les familles fortunées sont concentrées dans les beaux quartiers, tout particulièrement à Paris, le nord du 16e arrondissement, l'avenue Victor Hugo, l'avenue Foch, la rue Spontini, rappelle Monique Pinson-Charlot. Ces beaux quartiers ont eux-mêmes une fonction dans l'accumulation des différentes formes de richesse. Les enfants vont dans les mêmes écoles, on se déplace à pied dans un espace restreint et l'on fait des rencontres. La richesse permet ainsi de tisser un réseau de relations influentes qui illustre elle-même parfaitement ce phénomène cumulatif. Dans la grande bourgeoisie, explique Michel Pinson, chaque individu a un capital très élevé dans un champ donné. Le système des relations permet à chacun d'additionner toutes ces formes de richesse. Les clubs et les cercles font partie des lieux privilégiés où se nouent ces alliances. Bref, une formidable richesse collective. Ce capital social s'accumule, se gère, se transmet. Il favorise le capital économique. Avec des relations influentes, on réalise plus facilement des placements opportuns et on conclut des contrats avantageux pour son entreprise. Il fait donc l'objet d'un travail intense. Les mondanités, les réceptions, les cocktails et les galas de charité ne sont pas, comme le souligne
Pierre Bourdieu, des manifestations exemplaires de la vie oisive de la classe de loisirs ou des consommations ostentatoires de nantis, mais bien un véritable travail nécessaire à qui veut légitimer et préserver sa position. La chasse à courre est, dans ce domaine, un exemple intéressant, soulignent Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Dans les classes dominantes, on ne parle d'argent que dans les situations professionnelles, comme si la position que l'on occupe tenait à bien d'autres choses, à une supériorité naturelle innée. Si la richesse est multiforme, suffirait-il alors pour la tenir d'avoir de la culture et de relations? On peut certes perdre son capital économique et le conserver dans d'autres champs. Un aristocrate ruiné peut toujours se parer du capital symbolique que représente son nom. Il peut aussi garder ses relations. Mais cela n'a qu'un temps. Pour demeurer dans le Gotha, il faut vivre au rythme des échanges et des invitations réciproques, faire éduquer ses enfants dans les meilleurs établissements, habiter les beaux quartiers. C'est bien là, c'est bien la richesse économique qui permet d'accumuler d'autres formes de richesse. L'argent à lui seul ne fait peut-être pas la richesse, mais il y participe beaucoup. Dominique Sicot, Alternative économique hors série, numéro 25, juillet 95. Le mendiant, un pauvre homme passait sa vie. Ah mince, le mendiant. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognai sur ma vitre, il s'arrêta devant. Ma porte, que j'ouvris d'une façon civile, les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche au bas, de la montée et rêve attendant solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criai, venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous? Il me dit, je me nomme. Le pauvre, je lui pris la main, entrez, brave homme. Et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait de froid, il me parlait. Et je lui répondais pensif et sans l'entendre. Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre. Devant la cheminée, il s'approcha du feu. Son manteau tout mangé des verres et jadis bleus, étalé, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de 1000 trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières. Et je regardais sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Victor Hugo, Les Contemplations, 1856. J'ai eu un peu de mal à le lire. Théorie de la valeur. Tous les produits sont comparables en fonction de leur valeur. La valeur est fonction du travail. Adam Smith distingue la valeur d'usage et la valeur d'échange, mais il n'existe pas de connexion entre les deux. Pour déterminer la valeur d'échange, Ricardo analyse seulement les objets reproductibles, or, œuvres d'art, etc. Il en déduit que la valeur d'échange est un rapport entre deux quantités de marchandises. Elle est déterminée par le rapport des quantités de travail nécessaires à la production, d'où l'appellation de valeur travail. La théorie de la valeur s'appuie sur une analyse de la production caractérisée par des avances de capital. Ce n'est donc pas une théorie universelle, mais une théorie capitaliste. Smith distingue aussi valeur et richesse, qui est l'ensemble des valeurs d'usage. Marx critique le système capitaliste qui est fondé non pas sur la production de richesse utile, mais sur la production de valeurs d'échange en vue du profit. Pour les classiques, le prix naturel, selon la valeur en quantité de travail du produit, ne correspond pas essentiellement au prix de marché déterminé par les fluctuations accidentelles du marché. Smith, puis Ricardo et Marx expliquent que les divergences entre les deux ne peuvent être que de court terme. Celles-ci offrent en effet des opportunités qui seront saisies par les investisseurs et feront graviter le prix de marché vers le prix naturel. Marx rejette le concept de valeur relative des biens en retenant celui de valeur absolue. La valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production, loi de la valeur. Marx distingue ensuite la différence entre le travail et la force de travail qui est supérieure mais sous-rémunérée et donne lieu à la plus-value. Marx peut répondre au problème de Ricardo tout en disant que les taux de profit sont différenciés selon les branches en fonction des proportions de capital utilisées. Mais il distingue alors la production et la circulation des marchandises. Le profit est réparti proportionnellement au capital total avancé grâce à la circulation des marchandises et à leur échange à un prix différent de la valeur, prix de production. Cette transformation des valeurs en prix est cependant discutable. Donc ça vient d'un anonyme théorie de la valeur de scienceéconomique.com.
Le désir d'enrichissement. Sous sa forme la plus simple, le désir d'enrichissement apparaît comme le souci incessant d'améliorer son sort. Sous cette forme, il n'est pas condamnable, bien au contraire. Travailler afin de vivre mieux, de satisfaire tes besoins, qui sont bien entendu variables d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre, de produire ce que l'on appelait des biens nécessaires, loin d'être un vice, est une vertu qui s'oppose à l'indolence et à la paresse. Tout le XVIIIe siècle a été agité par une grande querelle concernant une deuxième forme du désir d'enrichissement. Elle apparaît quand l'acquisition des biens n'a pas pour fin de satisfaire les besoins, mais de satisfaire la vanité et impressionner les proches. Les biens en question sont des biens de luxe. Ce problème posé par B. de Mandeville dans la fable des abeilles au début du XVIIIe siècle est de savoir si cette passion vicieuse est nécessaire au bien public. Les dépenses de luxe des riches permettent aux pauvres de vivre. La troisième forme du désir d'enrichissement s'oppose radicalement aux deux premières et de ce fait est considérée comme destructive de toute société. David Hume, 1711-1776. À la différence des deux premières formes dont l'objet était l'acquisition de biens nécessaires ou des biens de luxe, son objet est la monnaie. Celui qui est le sujet de cette passion recherche l'argent pour l'argent. Le terrain d'exercice par Le terrain d'exercice par excellence de cette passion est le prêt à intérêt. Le prêteur, par définition, ne dépense pas son revenu, l'intérêt de ses prêts. Au contraire, il l'utilise pour augmenter le volume de ses prêts et pour ainsi poursuivre un enrichissement qui ne connaît pas de fin. La soif de l'or est insatiable, on le sait depuis l'Antiquité. Sous cette forme, le désir d'enrichissement est illimité. Daniel Jatkin, Le désir d'enrichissement in Nouveau manuel Sciences économiques et sociales, terminal ES, page 76-77, édition La Découverte. Et le dernier document, qui est une chanson, Sacré Dollar, les missiles, paroles de la chanson 1963. Pour ce petit bout de papier qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi. Pour toucher quelques billets, c'est vrai, tout le monde se battrait. Le refrain. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir, sacré dollar. Ça me fait rigoler, j'aime mieux chanter avec ma guitare. Tant pis pour ce sacré dollar, et oui, tant pis pour ce sacré dollar. Elle m'avait promis de m'aimer, même à moi qui est fauché, mais d'autres avaient ce que moi je n'ai pas. Et quand brille la monnaie, c'est vrai, l'amour a fait ses paquets. Pour moi, le seul vrai bonheur est au fond de mon cœur. Si l'on croit que je n'ai rien, j'ai mes copains, et pour eux je donnerai, c'est vrai, le monde entier sans regret. Malgré tout, tu n'as pas pu m'avoir, sacré dollar. J'ai gardé ma guitare, je fais des chansons avec l'horizon. Et si je les chante au hasard, eh oui, c'est pas pour toi, sacré dollar. Tant pis pour ce sacré dollar, et oui, tant pis pour ce sacré dollar. C'est fini.